Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire consacré à la VAE. Nous nous retrouvons pour un webinaire dédié plus spécifiquement aux certifications accessibles par la VAE dans les métiers des EHPAD, des établissements d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes. Je me présente brièvement, je m'appelle Sébastien Seguin, et je suis chargé de mission au C2RP, le CARIFOREF des Hauts-de-France. Alors, pour lever toute confusion, oui, nos aînés peuvent entreprendre un parcours VAE, il n'y a pas de limite d'âge pour cela. Mais aujourd'hui, nous allons plus spécialement parler de la VAE à l'attention des salariés de ce secteur et de leur employeur. La VAE peut également être un outil mobilisable sur les recommandations des professionnels de l'emploi, de l'orientation et de la formation. Nous sommes très heureux de vous accueillir tous aujourd'hui. On va commencer, pardonnez-moi, par un bref rappel de ce qu'est la VAE. Ça nous permettra tous de partir sur un premier socle commun d'information. Et pour cela, je vais laisser la parole à Chantal pour qu'elle nous présente en quelques mots le dispositif. Merci Sébastien. Donc, bien sûr, avant tout, il est opportun de rappeler ce qu'est la validation des acquis de l'expérience, plus couramment appelée VAE. Donc, l'objectif principal est bien sûr d'obtenir une certification, que ce soit un diplôme, un titre ou un CQP, donc un contrat de qualification professionnelle. Une ouverture beaucoup plus large au niveau de la VAE avec la possibilité de cibler aussi un bloc de compétences, donc une partie de la certification visée, et ce depuis la loi du 21 décembre 2022, loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, pour précision. Au niveau du public, la VAE s'adresse donc à toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son niveau de formation et son statut, qu'il soit salarié, agent de la fonction publique, demandeur d'emploi ou proche aidant, voire même indépendant. Donc tout statut de public. Mais que mettons derrière le mot expérience ? Alors, ce sont toutes les expériences acquises en qualité de salarié, d'indépendant, de bénévole ou à l'occasion d'un service civique ou d'un mandat électoral ou syndical. Et bien sûr, sans notion de durée minimale d'expérience. Donc ça, c'est le plus important. Nous n'avons plus ce critère de 12 mois ou de X heures, c'était 1607 heures. Donc, plus de durée minimale d'expérience. Autre expérience également à considérer, ce sont celles qui sont acquises durant les périodes de formation en milieu professionnel, effectuées dans l'un des cadres ci-dessous, donc le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation, le CUI, contrat unique d'insertion, ou dans le cas d'une POE, donc une préparation opérationnelle à l'emploi, ou également d'une période de mise en situation en milieu professionnel appelé donc sous l'acronyme PMSMP, ou lors d'un stage pratique. Enfin, je terminerai avec un point assez important, un point de vigilance. Donc, pour cibler une certification dans le cadre de la VAE, bien sûr, il faut s'assurer avant tout que celle-ci soit bien inscrite inscrite au RNCP, donc Répertoire national des certifications professionnelles. Donc, en complément, la VAE est vraiment la troisième voie qui permet d'obtenir un diplôme ou un titre sans passer par la case de formation initiale ou formation continue. La VAE possède divers atouts, ça peut être vraiment un levier de développement au service des candidats et des employeurs. C'est à la fois un levier de développement professionnel et personnel. On peut entreprendre une VAE à titre personnel pour sa propre satisfaction. Et côté employeur, la VAE peut venir également en renfort de la politique de recrutement de l'entreprise et être un outil de gestion des compétences. Cette fois-ci, je vais me tourner vers Christelle. Christelle, peux-tu nous présenter le champ des possibles qui s'ouvre à un ou à une candidate qui souhaite entreprendre une VAE ?
Alors en fait, effectivement, il y a beaucoup d'opportunités pour les candidats. La VAE, elle peut contribuer à plusieurs choses. Elle peut valider une certification. Elle peut également reconnaître les compétences acquises et renforcer une légitimité auprès des responsables en vue d'une augmentation de salaire, d'une nouvelle mission dans les postes, de gagner en confiance en soi, et ça c'est hyper important et on le voit dès le premier entretien. Faciliter l'accès à une formation ou à un concours, favoriser une évolution professionnelle, donc on est bien d'accord sur le promotion, le changement de poste, la réorientation. Favoriser également les démarches de recherche d'emploi pour pouvoir actualiser un CV, faire le point sur soi et sur ses compétences, permet de réactualiser un CV et de devenir beaucoup plus compétitif sur le marché de l'emploi. Et également adapter ses compétences au regard des évolutions du secteur d'activité. Si l'AE peut être une force et un atout pour le candidat, le dispositif de l'AE peut également être un levier de développement pour les employeurs. Et cette fois-ci, je vais laisser la parole à François-Xavier pour nous présenter un peu les atouts de la VAE côté employeur. Merci Sébastien. Donc effectivement, côté employeur, là également, un nombre important d'avantages. Bien sûr, répondre aux besoins de compétences de l'entreprise, être en veille par rapport aux besoins de compétences, répondre à des exigences en matière de qualification du personnel. C'est également une manière d'adapter les compétences aux évolutions des emplois et du secteur, de favoriser la mobilité interne et la polyvalence, de renforcer l'engagement, la motivation des salariés en reconnaissant les compétences acquises au cours de leur vie professionnelle, notamment quand les salariés vous sollicitent ou que vous, en tant que salarié, vous sollicitez votre employeur pour acquérir une certification ou un titre que vous n'avez pas et qu'à titre personnel, vous souhaitez obtenir, ou parce que ça répond à une exigence pour pouvoir évoluer dans la structure ou passer un concours, que sais-je encore. Ensuite, c'est une manière d'impliquer les salariés dans leur plan de développement des compétences, dans une logique de co-investissement, le plan de développement des compétences ou plan de formation, comme on l'appelait avant. C'est vrai qu'on trouve souvent de la formation, on trouve souvent des formations obligatoires aussi, un peu moins la VAE, et c'est vrai que ça peut être une opportunité de valoriser vos salariés. Alors, évidemment, de les fidéliser, de réduire ou de limiter le turnover. Par la VAE, vous prouvez à vos salariés que vous vous intéressez à eux. Et puis, d'améliorer la marque employeur de la structure. L'image de marque d'une structure, c'est important. L'image qu'on donne auprès de ses salariés, auprès de l'extérieur. La VAE est un des leviers, justement, pour favoriser cela. La VAE, c'est vraiment une opportunité et un outil stratégique. Merci beaucoup François-Xavier. Je remercie sincèrement parce que c'est vraiment l'objet de notre rencontre aujourd'hui. La VAE peut être un outil à la fois d'employabilité, de dialogue social et de management. C'est vraiment l'occasion de concilier les intérêts des salariés et de l'entreprise grâce à la VAE, particulièrement dans un marché de travail un petit peu en tension, comme peuvent le connaître les métiers du care ou encore du soin. On va poursuivre sur la façon dont les employeurs peuvent s'approprier la VAE. Et cette fois-ci, je vais laisser la parole à Thomas. Exactement. Donc, je reviens pas sur ce qu'a dit François-Xavier, notamment pour le côté employeur et l'atout pour les entreprises. La traduction de cela peut se faire par deux aspects. Tout d'abord, une proposition de VAE individuelle aux salariés dans le cadre de son entretien professionnel, dans cette perspective de progression et de valorisation des carrières de vos salariés, mais aussi valoriser dès l'amont, dès l'entrée en fonction du salarié, même en amont, dès le processus de recrutement, proposant un parcours alliant la VAE et la formation. On peut ajouter, c'est-à-dire on y viendra plus tard, mais dans un parcours VAE, quelques éléments, blocs de formation peuvent être insérés afin d'accroître l'attractivité de l'entreprise et attirer de nouveaux talents. On l'a dit, le marché du travail est en tension. Vous pouvez l'ambitionner dans le cadre, par exemple, du plan de développement de compétences dont on parlait, de manière collective, avec un dispositif de VAE collectif. C'est non pas envisager qu'un ou une seule salarié s'engage dans un processus VAE, dans un échange bilatéral, mais bien un groupe de salariés, peut-être un type de fonction, ou dans une même orientation métier pour viser une certification ou plusieurs certifications
différentes dans le cadre d'une VAE collective pour un groupe de salariés. Merci Thomas. Donc comme on vous l'a dit, la VAE, l'entreprise via l'AE va vraiment fidéliser le salarié et l'accompagner vers le haut. Donc l'entreprise peut s'emparer du dispositif soit de façon collective en choisissant, en identifiant une ou plusieurs certifications qui correspondent à son besoin, et on peut l'aborder soit dans le projet d'un entretien professionnel, dans le cadre du plan de développement des compétences. L'employeur a également un autre levier pour encourager cette dynamique, c'est d'offrir du temps pour faire une VAE à ses salariés. L'entreprise peut également abonder l'accompagnement des salariés via un processus d'accompagnement. Grosso modo, et c'est vraiment la force du dispositif, c'est que la VAE peut contribuer positivement en fait au dialogue social. Bonjour, je m'appelle Céline, j'ai 40 ans et j'habite à Saint-Quirin. Alors, je suis accompagnant éducatif et social à l'EHPAD de Valscheid. Alors, mon métier au sein de l'EHPAD, c'est accompagnant éducatif et social, qui consiste à accompagner les résidents dans les gestes de la vie quotidienne. L'aide à la toilette, l'aide au repas et de l'animation. J'ai entendu la première fois parler de la VAE par une collègue. Notre directrice souhaitait aussi avoir des personnes diplômées et moi j'ai préféré passer par une VAE plutôt que l'école. Alors je me suis inscrite sur VAE.gouv. Ouais. Et là j'ai été mise en relation avec une accompagnatrice. Ouais. L'accompagnatrice est chargée de monter mon dossier et du financement et elle m'a apporté une aide dans la rédaction de mon dossier. Déjà d'être rassurée parce que je trouve que c'est important parce qu'on est quand même tout seul à la maison finalement pour faire la VAE et pour moi c'était important d'avoir tous les mois ou tous les 15 jours une visio pour reprendre certains points et puis être rassurée de mon écrit. Ça m'a demandé quand même pas mal de temps, j'ai mis à peu près 10 mois pour faire mon livret. Passer aussi mon oral et j'avais aussi des visios tous les mois, tous les 15 jours aussi, donc au besoin. C'était comme j'avais besoin. Parce qu'on sait qu'on passe devant des professionnels et que tout dépend aussi de qui on a en face de soi et si on ne va pas perdre les moyens devant le jury, quoi. Parce que le dossier on le connaît, hein, mais après mais bon, ils mettent à l'aise et franchement, je me suis mis plus de pression que j'aurais dû. Et le lendemain, j'ai eu un mail comme quoi que j'étais admise, que j'avais obtenu mon diplôme le lendemain. J'étais un peu étonnée. De foncer. Parce qu'après, c'est vrai que c'est dur et qu'on peut éventuellement un peu baisser les bras, mais moi j'étais super contente et satisfaite du travail que j'ai pu accomplir. Qu'il y a un avant et un après VAE, parce qu'on gagne en confiance aussi. Une satisfaction, une grande fierté d'avoir réussi. À titre professionnel, aussi une augmentation de salaire et puis une reconnaissance au sein de mon entreprise en tant que diplômée. Beaucoup plus d'assurance au niveau des gestes des soins et de l'accompagnement. C'est vrai que je vis seule avec mes enfants et c'est vrai que les week-ends, ils me laissaient du temps, mais ça n'a pas été dur parce que justement, mes enfants m'ont un peu poussé justement à ce que j'y arrive et puis ils étaient aussi très fiers que leur maman arrive. Maintenant, on va poursuivre avec les étapes du parcours VAE et je vais laisser la parole à Nicolas pour nous présenter le parcours candidat selon les deux voies d'accès à la VAE. Donc la VAE, on va dire classique, et puis l'accès à la VAE via le portail. Nicolas, à toi la parole.
Merci. Donc effectivement, vous avez à l'écran les deux parcours qu'on a vu mettre côte à côte, comme ça on pourra voir un peu les subtilités, même si les grandes étapes, on va dire, s'y retrouvent. Donc sur la première étape et sur un candidat effectivement qui veut s'informer sur la VAE, il y a des lieux d'accueil dans la région qui sont répartis sur le territoire régional et que vous pourrez, à mon avis, enfin pas à mon avis, mais en tout cas retrouver sur le très bon site internet du C2RP. Mais donc effectivement, il y a des lieux d'accueil qui peuvent renseigner sur sur ce dispositif de la validation des acquis d'expérience. Si on part sur la voie qu'on a appelée classique, hein, et qui reste effectivement en vigueur pour toutes les certifications, même pour celles, on l'a vu, qui sont sur France VAE, mais pour lesquelles les candidats ne seraient pas forcément éligibles. Donc il y a toujours la première étape qui est celle d'effectuer une demande de recevabilité. Donc là, on est sur un dossier, somme toute, assez classique, hein, on va dire pas un dossier assez administratif, où le candidat va pouvoir préciser la certification visée, mais auquel cas, du coup, il faut qu'il y ait réfléchi et qu'il ait visé en tout cas le bon diplôme, et puis après des renseignements voilà, sur l'état civil, son niveau de formation déjà obtenu, et bien entendu les expériences exercées en rapport avec la certification souhaitée. Une fois que ce dossier est complété, le candidat transmet sa demande de recevabilité au certificateur. On verra en fin de réunion les différents contacts pour envoyer en tout cas ces demandes par certificateur. Sur la voie France, sur le circuit, on va dire France VAE, qui a trait à la réforme et qui, en tout cas, on le verra dans les mois à venir, devrait pouvoir se développer. Mais voilà, on a quelque chose où les candidats sont un peu, en tout cas, plus guidés, mieux accompagnés. Donc, puisqu'il y a un portail qui se voudra unique, mais en tout cas, voilà, qui est celui du France VAE. Et donc, le candidat, là, dépose sa candidature sur ce site de France VAE. Bon, voilà, on reste aussi sur des choses assez classiques, hein, il renseigne son état civil, la certification visée, les expériences, et il peut sélectionner donc un architecte accompagnateur de parcours qui va être effectivement un acteur assez important dans ce dispositif par la voie de France VAE. Cet architecte accompagnateur de parcours qui a été sélectionné va prendre contact avec le candidat afin de co-construire un parcours. Et dans ce parcours va notamment être vue la question du financement, puisqu'effectivement, ça peut être une difficulté, en tout cas de trouver, en fonction de son statut, le bon financement qui va effectivement pouvoir permettre ensuite de mettre en place l'accompagnement. Et donc, est également co-construit avec l'architecte accompagnateur de parcours voilà, le parcours d'accompagnement pour mener effectivement à la certification. Sur les étapes suivantes, donc si on repart sur la validation classique, une fois que le candidat a sa recevabilité, il se lance dans la rédaction d'expérience. Alors que chez nous, on appelle livret 2, mais chez d'autres collègues, ça va prendre un autre nom. Mais en gros, c'est le document à partir duquel le candidat va pouvoir effectivement décrire ses activités et décrire en tout cas les compétences acquises au cours de son expérience. Pour rédiger ce livret, on rappelle souvent que la VAE est une démarche individuelle, mais il peut être accompagné. Sur la voie France VAE, le candidat a toujours le choix d'être accompagné ou non, mais il peut continuer en tout cas le parcours avec l'architecte accompagnateur de parcours qui aura justement co-construit le parcours avec le candidat. Et ce parcours, ça a déjà été un peu précisé au préalable, mais peut prendre plusieurs formes. On va pouvoir effectivement y intégrer une aide à la rédaction dossier d'expérience, des actes formatifs, cours obligatoires, et c'est vrai que François-Xavier a abordé tout à l'heure la question des formations obligatoires type AFGSU2, qui sont des éléments importants sur certaines certifications. Et voilà, il y avait d'autres outils possibles, comme une potentielle immersion d'entreprise, une préparation au jury. Une fois que ces étapes-là sont faites, que ce soit pour la validation classique ou la validation France VAE, par la voie de France VAE, on reste l'étape effectivement du jury VAE, qui est parfois tant craint par les candidats, mais donc effectivement jury VAE composé de professionnels, parfois de représentants de la formation, et qui vont pouvoir s'entretenir avec le candidat, évaluer les compétences, des mises en situation sur certains titres, et je pense aux titres professionnels notamment, peuvent avoir lieu. Donc voilà, on est soit sur un entretien, soit effectivement sur une mise en situation professionnelle. Une fois que le jury s'est déroulé, le candidat reçoit donc les résultats par le biais notamment d'une notification. Et donc à l'issue, en tout cas, effectivement, du jury plénier, 3 types de décisions possibles. La validation totale, parce que bien entendu, l'ensemble des candidats visent. La validation partielle, et ça, je mettrai juste un temps là-dessus, parce que c'est vrai que voilà,
on comprend qu'un candidat qui se lance dans la VAE vise bien entendu d'avoir le diplôme, mais faut pas, voilà, faut pas, faut pas laisser de côté les parcours qui peuvent se faire en plusieurs étapes et notamment le parcours partiel. Parce que c'est vrai que les diplômes sont composés de plusieurs unités. On parle beaucoup en tout cas des blocs de compétences notamment. Et un candidat va pouvoir parfois valider, en tout cas en validation partielle, une partie des blocs de compétences qui ne l'empêchera pas de pouvoir retravailler les blocs de compétences manquants, notamment avec les indications du jury qui auront pointé peut-être des manques ou en tout cas des domaines sur lesquels ça peut être un peu plus compliqué pour le candidat de faire valoir ses compétences. Et une voie qui est possible également, c'est le parcours mixte. Les candidats qui ont validé par la voie de la VAE une partie des blocs peuvent éventuellement, notamment si certains blocs sont trop compliqués à atteindre, aller les chercher par la voie de la formation. Et donc, on a effectivement une voie possible qui est le parcours mixte. Et la troisième décision, bien sûr, la plus négative pour les candidats, c'est le refus de validation si effectivement des candidats seraient trop loin des compétences à acquérir pour obtenir la certification ou des bouts de certification. Merci Nicolas. Donc, si vous avez un doute en tout début, en amont de parcours, et afin de disposer des meilleurs renseignements, nous avons vraiment qu'un seul conseil, c'est de contacter l'un de vos espaces InfoConseil VAE. Ils se feront un plaisir d'identifier avec vous la certification la plus adaptée et à vous renseigner dans l'ensemble de vos démarches. On vous indiquera comment les contacter au niveau Hauts-de-France, au niveau régional. Pour les autres régions, rendez-vous sur le portail de France VAE. Vous trouverez la liste des points relais conseil VAE dans votre région. On va avancer. Je vais vous proposer de passer maintenant aux titres et diplômes et certifications en lien avec le secteur des EHPAD. Donc, on vous a préparé plusieurs tableaux. Vous allez retrouver pour chaque certification son intitulé, son niveau, le certificateur ayant en charge la certification si vous souhaitez le contacter pour obtenir plus d'informations. Vous retrouverez également le numéro RNCP pour accéder au référentiel de compétences de la certification. Sur le site de France Compétences. Et enfin, on vous a mis une dernière colonne pour savoir si oui ou non la certification est référencée sur le portail de France VAE, tout du moins à date du 20 novembre 2024. Nicolas, je te redonne la parole. Alors, tu vas nous présenter l'un des best-sellers de la VAE. C'est le fameux DEAS. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur cette certification ? Un best-seller, donc je vais peut-être effectivement rappeler des grandes évidences qui sont peut-être connues, mais effectivement, diplôme d'état d'aide-soignant, en tout cas chez nous qui sommes chargés d'organiser ces jurys, c'est effectivement un gros volume de candidats chaque année. Donc pour rappel rapide du rôle de l'aide-soignant, il travaille sous la responsabilité de l'infirmier, il s'occupe, il peut avoir un rôle d'assistance en s'occupant de l'hygiène, de la veille du confort physique et moral des malades, ou en tout cas des résidents. Au quotidien, il aide les patients à effectuer leurs toilettes, à s'habiller. Certains malades, si on prend un exemple, les malades qui doivent rester à jeun avant une opération ou certains qui peuvent suivre un régime particulier, l'aide-soignant va être à leur côté effectivement pour vérifier les consignes avant de préparer les repas. Il y a un accompagnement quotidien là-dessus. Accompagnement également dans les déplacements, notamment pour les personnes qui sont privées d'autonomie. Ça peut aider, en tout cas, il est à ses côtés pour les aider à s'asseoir, à se nourrir, à sortir du lit. Donc son travail s'étend en tout cas à certaines tâches d'entretien également, comme le changement de la literie, du linge, ainsi que le nettoyage et le rangement des chambres, des espaces de vie. Il y a une partie soins, parce qu'effectivement, on est sur un diplôme du côté paramédical, c'est une profession paramédicale. Alors, contrairement à l'infirmier, l'aide-soignant ne donne pas de médicaments, il n'effectue pas de soins médicaux. Mais en revanche, il doit pouvoir être capable de mesurer les paramètres vitaux et en utilisant des outils spécifiques. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en tout cas, l'aide-soignant, sur la partie soins notamment, travaille sous la responsabilité d'un infirmier. C'est un diplôme qui a été récemment réformé, donc il s'inscrit maintenant sur un niveau bac, un niveau 4. C'est un des diplômes pour lequel effectivement l'AFGSU 2 est obligatoire pour pouvoir obtenir le diplôme. Concrètement, et ce sera la même chose après plus tard quand je parlerai d'accompagnement éducatif et social, les candidats peuvent se présenter à la certification sans avoir la FGSU 2. S'ils valident l'ensemble des blocs de compétences pour obtenir l'un de ces deux diplômes, en revanche, on ne leur remettra pas le diplôme tant qu'ils ne nous ont pas fourni une FGSU 2 valide. Le but est de ne pas bloquer les candidats, qui puissent quand même se lancer dans la VAE, mais effectivement, pour pouvoir obtenir le diplôme au final, une fois qu'on a validé les blocs de compétences, la FGSU 2 est obligatoire.
Juste pour vous donner un peu une idée, parce qu'effectivement, c'est un sujet, c'est un métier en tout cas qui est considéré en tension, et c'est vrai que les EHPAD le savent très bien pour rencontrer parfois des difficultés dans les recrutements des aides-soignants. Nous, sur la région Hauts-de-France, en 2023, on a diplômé 3248 candidats à l'issue de la formation. Alors, formation aide-soignant, mais également pour les candidats qui se sont lancés dans la formation d'infirmier et qui ont interrompu au bout d'une année. Et par la voie de la VAE, en 2023, on a reçu 367 candidats. Et sur ces 367 candidats, 181 ont été diplômés sur l'ensemble des blocs de compétences, qui peut paraître peu, mais c'est vrai que c'est un métier qui peut être assez exigeant, en tout cas sur la certification. Et je sais pas ce que j'ai pas d'outils assez précis pour vous donner, mais il y a de nombreuses validations partielles. C'est pour ça que j'insistais un peu sur ma présentation précédente, de l'importance également de la validation partielle. Voilà pour globalement à grands traits les informations concernant ce best-seller de la VAE, en tout cas sur notre service. Merci Nicolas. Maintenant, je vais me tourner vers Chantal. Donc Chantal, je rappelle, tu es la référente VAE pour le compte de l'AFPA, et l'AFPA délivre des certifications pour le compte du ministère du Travail. On a identifié 2 types professionnels qui nous intéressent particulièrement. Tu peux nous les présenter ? Oui, donc les 2 titres. Alors juste avant de présenter ces 2 titres, je vais repréciser la particularité du certificateur, donc des titres professionnels. Hein. Lors du passage devant le jury, le candidat est évalué par des professionnels qui sont habilités, bien sûr par le ministère du Travail, mais ils sont évalués dans le cadre d'une mise en situation, principalement la mise en situation professionnelle reconstituée, et aussi lors de l'entretien ou plusieurs entretiens avec le jury. Donc ça, c'est vraiment particulier au titre professionnel. Alors, quelques précisions sur ces 2 titres professionnels. Donc, le titre professionnel agent de service médico-social de niveau 3 est un titre très récent puisqu'il a été créé en 2020. C'est un premier niveau de qualification qui répond notamment à l'enjeu sociétal de l'accompagnement des personnes dépendantes. Donc, le titre ASMS s'adresse donc à toute personne qui a ou réalise le nettoyage, le bio-nettoyage des locaux de l'établissement, qui contribue aux prestations du service hôtelier, service des repas et aide auprès des résidents, et ou accompagne le résident dans les gestes de la vie quotidienne en tenant compte bien sûr du PAP, du projet d'accompagnement personnalisé. Donc là, c'est globalement les 3 blocs de compétences qui constituent ce titre. Autre titre professionnel cœur de métier qui est donc celui du ou de la secrétaire assistant médico-social, donc d'un niveau 4. C'est un emploi qui se spécialise selon le type d'établissement, que ce soit dans le sanitaire, le médico-social ou le social, mais qu'on retrouve majoritairement dans ces types d'établissements. Donc ce titre s'adresse à toute personne qui a une expérience sur les activités d'accueil, de prise en charge administrative de l'usager. Donc, par exemple, pour illustrer cette partie-là, on peut penser aux personnes qui planifient, qui gèrent les rendez-vous, qui accueillent les patients, les usagers, la famille. C'est également les personnes qui traitent les dossiers et qui coordonnent les opérations liées au parcours de l'usager. Par exemple, la mise à jour des dossiers des usagers ou des patients, de l'assistanat de l'équipe à la fois au niveau de la communication des informations, mais également dans l'organisation des activités. Donc ça peut être l'accueil des visiteurs, transmission des informations à l'oral auprès des visiteurs. Voilà des exemples. Enfin, donc dernière information importante dans le cadre de France VAE. Donc, au niveau du classement des certifications du ministère du Travail, pour vous donner une petite idée, et à date, donc à ce jour, le titre SAMS est le 3e le plus demandé dans le cadre des certifications du ministère du Travail. Et pour le premier que je vous ai présenté, donc ASMS, il se situe en 5e position. Voilà quelques mots pour présenter ces 2 titres professionnels. Merci Chantal. On va redonner la parole à Nicolas pour nous présenter un autre titre très en vue, celui d'accompagnement éducatif et social. Alors, diplôme d'État accompagnant éducatif et social, donc là on est effectivement sur un métier de travailleur social, même si effectivement il est assez cousin avec d'autres titres, en tout cas sur une partie des compétences
avec d'autres titres et d'autres métiers. Donc l'accompagnement éducatif et social, et particulièrement en EHPAD, puisque effectivement les accompagnants éducatifs et sociaux peuvent également agir près d'enfants ou près d'autres publics. Voilà, c'est un professionnel qui va apporter de l'aide au quotidien. On va pas parler effectivement de préparation, en tout cas de prise de repas, de l'entretien, l'aide au déplacement, l'aide à l'hygiène, à l'habillement, autant de gestes difficiles en tout cas pour une personne qui serait privée d'autonomie. Et donc l'AES, l'accompagnant éducatif et social, assiste ces personnes en difficulté dans leur vie de tous les jours. Un des autres aspects de cette profession, c'est effectivement le soutien moral. Enfin, je ne sais pas si c'est la bonne appellation, mais voilà, pour me faire comprendre, en tout cas, le soutien moral, le réconfort de la personne, les aspects animation, accompagnement lors de sorties, mais également aider à prendre soin de l'apparence, à la communication avec les autres. En gros, l'AES, en gros, doit favoriser l'épanouissement et aider les résidents à sortir de leur isolement. Là, on est sur un diplôme donc de niveau 3. Sur la région, on avait en 2023 donc 676 diplômés par la voie de la formation. Par la voie de la VAE, on a eu 134 candidats en 2023 et je sais que ça a déjà augmenté pour 2024. Sur 2023, voilà, c'était 134 candidats pour 108 diplômés. Et précision, voilà, comme pour le diplôme d'État d'aide-soignant, la FGSU2 est également obligatoire à l'obtention du DEAES. Merci Nicolas. Alors, maintenant, on va se tourner vers François-Xavier. Donc, un diplôme qui a toute sa place auprès des professionnels des EHPAD, c'est celui du Bac Pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors, Bac Pro SSP est un diplôme qui ressemble beaucoup au diplôme d'État d'aide-soins. D'un côté, on est sur un diplôme. Souvent, les personnes qui font le Bac Pro SSP, c'est ensuite pour continuer vers, par exemple, un BTS ESF, d'accord? Mais après, moi, j'ai déjà eu des personnes qui étaient déjà aides-soins et qui ont passé le Bac Pro SSP. Donc, je vais revenir rapidement sur ce qui constitue en fait le contenu, mais en gros, on a effectivement une fonction de communication et de relation avec la personne, la famille, l'entourage, etc. On a une fonction de gestion d'équipe, alors dont on a un peu moins parlé, mais c'est vrai que dans le Bac Pro SSP, on demande plus une personne capable de gérer une équipe ou de gérer des personnes qui sont pas aides-soignantes, par exemple, d'être capable d'intervenir sur la gestion de la qualité, des choses comme ça. Et puis après, effectivement, de travailler sur l'élaboration d'un projet individualisé, de maintenir l'hygiène des locaux, de concevoir et de mettre en œuvre des activités d'acquisition ou de maintien de l'autonomie. Donc voilà, j'ai envie de dire, ça ressemble, pas à s'y méprendre, n'exagérons pas, mais ça ressemble pas mal au diplôme d'aide-soins. Il est beaucoup moins demandé parce que peut-être moins opérationnel dans la tête des gens, et n'a pas forcément les mêmes finalités. D'un côté, on a une finalité vraiment professionnelle et de soins, alors que le Bac Pro SSP, on est plus dans une logique de poursuite d'études ou de reprise d'études. Voilà. Donc, on a finalement peu de demandes sur le Bac Pro SSP dans la VAE parce que on est plus sur une logique formation qu'une logique VAE. Mais il y en a quand même parfois qui le passent, souvent pour leur gouverne personnel. Les peu de candidats les candidats que j'ai eus, c'est des candidats qui avaient envie en gros, d'ajouter une corde à leur arc ou une corde à leur guitare, je sais pas comment on dit, voilà. Voilà, donc effectivement, on peut pas trop lutter avec le DEAES, avec le Bac Pro SSP, clairement. Il y a beaucoup moins de demandes. Et puis, je prends le relais tout de suite sur le CAP agent d'accompagnant grand âge, qui est un nouveau diplôme qui vient d'arriver, qui n'est pas encore accessible sur le portail de France VAE. Les premiers candidats, j'ai envie de dire classiques, école, sont en première année, donc ils vont passer leur examen généralement au mois de juin ou l'année d'après. Ensuite, ça arrivera par le biais de la VAE. Donc pour l'instant, c'est pas le cas, mais je pense qu'on va avoir pas mal de demandes sur ce diplôme parce qu'en fait, il correspond bien à
à l'obtention d'une première qualification dans l'accompagnement du grand âge. On va dire ça comme ça. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il sera bien adapté à la VAE parce que j'ai des premiers retours, on en avait déjà discuté en réunion, hein, j'ai des premiers retours de personnes qui sont en formation, des jeunes, hein, des ados, hein, 17-18 ans ou 19, voilà, et c'est vrai que dans les établissements qui reçoivent ces jeunes-là sur ce CAP-là, c'est pas forcément simple pour un enfant ou pour un ado 17-18 ans d'accompagner en fait des personnes âgées, alors que quand on s'adresse à des adultes voilà, un peu plus âgés, je pense que c'est un diplôme qui correspondra bien à la demande. Donc je pense que c'est un diplôme qui a de l'avenir en VAE, plus peut-être qu'en formation. Très bien. Merci François-Xavier. Et je vais me tourner vers le ministère de l'Agriculture. Le ministère propose 2 certifications, un CAPA, donc un CAP agricole, ainsi qu'un Bac Pro. Anne, est-ce que tu peux nous les présenter brièvement? Oui, donc le ministère de l'Agriculture propose en fait 2 diplômes qui ont un lien avec les activités de service à la personne. Donc, ce sont 2 diplômes qui offrent en fait une double compétence qui permet de répondre au départ aux besoins en fait du monde rural. Donc, pour le CAP, il y a bien sûr un cœur de métier service aux personnes, mais une compétence complémentaire de vente. En fait, ça permet par exemple à des gens qui travaillent en tant qu'aide à domicile de cumuler avec un emploi de vendeur-vendeuse. En ce qui concerne le Bac Pro, donc l'autre compétence, c'est sur l'animation du territoire. Donc, ça peut être une personne qui va faire de l'animation locale dans un centre communal d'action sociale, par exemple. Donc, la complexité, en fait, dans la VAE, c'est que cette polyvalence, en fait, pour obtenir le diplôme, les candidats doivent déclarer des activités, en fait, dans les différents champs de compétences du diplôme. Donc, du coup, ça complique les choses, le fait que ce soit des diplômes qui présentent une certaine polyvalence. D'un autre côté, ça permet de reconnaître des activités professionnelles que des gens auraient pu avoir avant d'arriver en EHPAD ou en complément d'une activité à temps partiel en EHPAD. Donc, au niveau du cœur de métier, ce sont des gens qui vont pouvoir intervenir sur les activités d'aide dans le domaine de l'hygiène, la prise des repas, l'accompagnement à la vie sociale, les déplacements. Donc, pour avoir vraiment une vision précise du référentiel professionnel, il faut aller voir en fait les fiches descriptives d'activité que l'on peut trouver sur le site Chlorophylle, dont on a les références en fait en fin de diaporama. Donc, ce sont 2 diplômes qui sont sur France VAE, donc avec un passage sur cette plateforme. Merci Anne. Alors, merci à tous. On a également identifié des certifications que l'on a baptisées complémentaires, ayant toute leur place en EHPAD, et on les a classées par secteur. On ira moins dans le détail, mais on va quand même vous les passer en revue avec vous. Chantal, est-ce que tu peux nous présenter les certifications en lien avec les métiers de l'encadrement cette fois-ci? Oui, pas de souci. Donc, tout d'abord, le master. Master management sectoriel, parcours cadre de direction des établissements du secteur social et médico-social. Autre certification possible, le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, donc appelé sous l'acronyme donc CAFERUIS, plus connu comme ça peut-être. Le BUT carrière sociale, coordination et gestion des établissements et services sanitaires et sociaux. Et enfin, 2 titres professionnels. Le titre professionnel responsable coordonnateur service au domicile, appelé donc sous le sigle RCSAD, de niveau 5, et le titre professionnel assistant de direction. On a dû avoir la connexion qui a coupé. Merci Chantal. Ah oui, désolée.
Donc voici pour les métiers de l'encadrement. Après les métiers de l'encadrement, on a également référencé les métiers de l'animation et du social. Cette fois-ci, je me tourne vers Nicolas. Oui, donc c'est vrai que c'était des métiers qu'on voulait faire apparaître aussi dans les certifications complémentaires. Donc on a le bac pro animation enfance et personnes âgées. Alors les BPGEPS spécialité animation. Alors c'est vrai que c'est des diplômes qui sont en cours de réforme, mais en tout cas voilà, où il y a bien une spécialité animateur. Et le DEGEPS, qui est le niveau supérieur, animation socio-éducative ou culturelle. On a également le titre professionnel animateur loisirs tourisme. Et on a évoqué également le diplôme d'état d'assistant de service social. Merci beaucoup. On a également tous les métiers en lien cette fois-ci avec la restauration, Christelle. Christelle, ton micro. Alors, Ouais. c'est bon, je suis là. C'est bon. Donc, tous les métiers en lien avec la restauration, on est là effectivement sur les titres pro, donc cuisine en restauration collective et le titre pro commis de cuisine, mais également le CAP cuisine et le bac pro cuisine et le certificat de spécialisation restauration collective. Le but en fait des métiers de la restauration, c'est effectivement d'ouvrir aussi le champ, je dirais, des formations par le biais de la VAE, autre que le sanitaire et social pur et dur. Avec cette fois-ci les métiers du nettoyage et de la maintenance des bâtiments. François-Xavier, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors dans vos établissements, effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui s'occupent effectivement de l'hygiène, de la propreté, et puis alors qui sont des métiers hyper importants. Hein, donc on a des certifications, alors régulièrement, hein, on les voit régulièrement au VAE d'ailleurs, hein, Bac Pro HPS ou le CAP APH également. Ce sont des diplômes qu'on voit régulièrement, des gens qui souhaitent obtenir un premier niveau de qualification ou un niveau de qualification supérieur, souvent pour avoir accès à des postes un peu plus importants, des postes à responsabilité, ou alors pouvoir passer des concours, hein, pour pouvoir évoluer. Donc ça, on est sur un métier de nettoyage. Et puis sur la maintenance des bâtiments, ben oui, je l'ai évoqué tout à l'heure. Évidemment, les EHPAD, ce sont des bâtiments grands, avec beaucoup de terrain, où on a souvent des gens, le mouton à 5 pattes qui va s'occuper de tout, d'une fuite d'eau, d'un problème de ragréage, d'un problème d'espace vert, voilà, qui a besoin de s'occuper que le bâtiment soit aux normes ou soit correct. Et du coup, on a effectivement parfois aussi des demandes de personnes qui souhaitent valider leurs compétences pour la maintenance des bâtiments. Merci François-Xavier. Donc un grand merci à vous tous. Vous retrouverez dans le support de présentation le détail de toutes ces certifications. Juste avant, il nous paraissait important de vous rappeler que si vous avez un projet VAE en tête, si vous souhaitez en savoir plus sur le dispositif ou son financement, on vous incite à contacter l'un des 70 points Infoca Conseil VAE des Hauts-de-France. Vous retrouverez leurs coordonnées sur le site du C2RP. Et puis pour les autres régions, comme indiqué précédemment, vous pouvez accéder à ces espaces informations sur le site de France VAE cette fois-ci. Ces derniers sont listés par région et par ville. On approche de la fin du webinaire. Si vous avez eu un coup de foudre pour l'un ou l'une de nos intervenants, eh bien vous retrouverez vos coordonnées dans les slides suivantes. Vous retrouverez donc les coordonnées de la DREETS, de la DRAGES, de l'AFPA, mais également des DAVA de Lille et d'Amiens, du CNAM, du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, ainsi que celui du ministère de l'Agriculture et de l'Enseignement supérieur. Vous retrouverez donc les lignes par téléphone, les adresses mail de leur site internet vers leur espace VAE, et puis également des adresses mail de contact pour approfondir un projet de VAE ou de certification directement avec eux. Pour aller plus loin, je vous invite à vous rendre sur le site du C2RP. Vous retrouverez un dossier entièrement consacré à la VAE. Ce dossier détaille le parcours du candidat, les coordonnées des certificateurs en région, mais également les financements mobilisables. Vous retrouverez également un ensemble d'outils et de ressources pour vous familiariser avec le dispositif, comme un catalogue de certifications, des schémas explicatifs,
un annuaire des professionnels et ainsi que le replay de nos précédents webinaires dédiés au secteur, aux certifications accessibles dans les secteurs professionnels de la conduite routière, des services à la personne ou encore des métiers de l'animation. J'ai rajouté un deuxième site, c'est le site internet Cléor, un site dédié à l'orientation, à la découverte des métiers, qui vous permet de voir en fait les opportunités d'emploi des différents métiers en fonction de la certification qu'un candidat peut potentiellement viser. Ça peut l'aider dans le choix de… Voilà, et pour les conclusions, je voulais remercier nos intervenants de leur présence. Donc, merci à Anne Garbet de la DRAF, à Chantal Dequerle pour l'AFPA, à François-Xavier Détré du DAVAD Amiens, à Christelle Guichard pour le DAVAD Lille, à Nicolas Sanen et à Thomas Le Boulanger pour la DRETS Hauts-de-France. Un grand merci à vous tous et merci pour votre présence et les éclairages précieux que vous avez apportés. Bonne journée à tous et à bientôt.